Eh ben c'est parti. Bonjour Nathalie, bonjour Colin. Salut Kylian. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour Winology. On va parler un peu aujourd'hui de cette étape de le Duolingo du vin, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Magnifique, c'est parti. Concept du podcast, on parle app, donc on parle design, on parle développement, marketing, plein de choses qui tournent autour des apps mobiles, mais vraiment focus application mobile. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de votre application et puis on va voir un peu comment ça marche. Avant de commencer, qui est Nathalie et qui est Colin? Je sais pas lequel veut commencer. Vas-y, je t'en prie. Eh ben, je suis d'origine de Lyon, de la campagne lyonnaise. Je vis à Paris depuis 10 ans. J'ai longtemps travaillé en tant que chef de projet dans l'industrie et plus récemment les 10 dernières années de salariat, en tout cas en tant que chez un éditeur de logiciels. Ok. Et puis je me suis rapprochée du produit et je me suis lancée en freelance il y a 3 ans en tant que product designer. Et en parallèle, j'ai monté Winology. Ok. Colin, enchanté. Donc je suis développeur de métier, ça fait une dizaine d'années maintenant, et plus précisément 5 ans sur du mobile. Ok. Et le mobile parce que c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé de mettre mes applications dans les mains des utilisateurs. Ouais. C'est vraiment un truc qui me booste, voir des utilisateurs se connecter, utiliser son produit. Et j'en suis pas à mon premier coup d'essai avec Winology. On a déjà eu un projet autour du foot cette fois-là, pareil, une appli mobile. Et j'espère que Winology ce sera la bonne. Ok, c'est Neros, c'est ça? Exactement. J'ai vu passer tout à l'heure, j'ai noté tout à l'heure. Ok, très bien. Très bien, pas de souci. Ok, très clair. Un peu plus pour entrer un peu dans le détail, j'ai vu que tu as fait une année sabbatique. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? C'était... Ah oui, t'es allé chercher ça. Je suis allé chercher, je fouillais un peu, ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, j'étais en CDI, j'étais en Irlande. Ouais. Et puis je sais plus pourquoi. Ah oui, voilà. Mon poste est transféré à Londres. Ouais. J'ai pas voulu suivre. J'avais pas spécialement envie d'aller à Londres. J'avais pas spécialement envie de continuer dans cette boîte. Ouais, bien sûr. Donc j'ai arrêté là. J'ai fait une formation à distance sur de la décoration d'intérieur. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est pour ça que ça m'a tilté. Ouais, ok, marrant. Mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était d'être architecte. Okay. Bon, les études, tout ça, j'ai pas pu trop faire ça. Donc bon, voilà. Donc je me suis dit je vais faire cette formation et en parallèle je suis partie de Dublin parce que tous mes potes partaient aussi de Dublin. Il y en a qui sont partis à Dubaï, d'autres qui sont rentrés en France, tout ça. Et moi je me suis dit je vais me casser aussi, mais c'était net que je revenais en France à ce moment-là. J'étais pas du tout prête. Okay. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande. Ok. 6 mois et voilà, donc j'ai continué un petit peu ma formation, j'ai essayé de m'installer là-bas, ça s'est pas aussi bien passé qu'en Irlande parce que histoire de visa, trouver du travail c'est complicado. Donc je suis revenue là cette fois en France à Paris où j'avais passé l'été avec une pote de Dublin justement, j'avais kiffé et je me suis dit bon allez, je reviens à Paris et je reprends mes études. Ok, voilà. Très stylé, très cool, très cool. Colin, t'es parti aussi à l'étranger, j'ai vu, mais plus pour des études un peu plus dans le développement, ingénierie, ce que j'ai vu. Comment ça se passe? Tu connaissais déjà la langue ou tu l'as apprise là-bas? Parce que du coup, t'apprends une nouvelle langue plus le langage. Comment ça se passe? C'était au travers de mes études, donc 4e année, année obligatoire à l'étranger en faisant Epitech. Et on doit connaître un peu la langue puisque on fait des choix, un peu comme aujourd'hui Parcoursup, je suppose. On fait nos 3 universités qu'on préfère et en fonction du résultat d'anglais, résultat dans le cursus, on peut avoir ses choix ou pas. Et là pour les États-Unis, il fallait avoir un TOEIC à 750 minimum, je crois. Okay. Et donc il faut un minimum maîtriser parce que effectivement après tous les cours sont en anglais. Ouais. Mais voilà. Ok, très bien. Et pour revenir du coup sur Stap Sportif, c'était quoi cette application par curiosité? Alors ça a été quelques choses différentes à chaque fois. Au tout début, on voulait mettre en relation les joueurs avec les recruteurs, une appli pour permettre à chacun de pouvoir se tester très facilement, d'envoyer ses vidéos sur l'app pour que les recruteurs puissent les voir. Donc c'était un peu le but, c'était de donner leur chance à tout le monde, où qu'ils soient dans le monde, et d'avoir un regard objectif sur leur performance. En tout cas, le premier niveau. Ça allait pas remplacer les recruteurs, mais c'était au moins pour les détecter. Okay. Et puis c'est très compliqué, sans budget, première boîte. Là, il aurait fallu beaucoup plus de moyens. Et puis il y a 2-3 acteurs qui se sont mis aussi sur le sujet.
Ouais. Du coup, on a un peu pivoté sur la prépa physique. Et donc là, c'était tout en gardant cette analyse de test, puisqu'on avait de l'IA, on avait de la gestion des vidéos, de l'analyse vidéo, pour essayer de faire un bilan un petit peu sportif du joueur et lui proposer un parcours sur mesure. Ok, stylé. Et donc là, ça avait commencé à un peu marcher. Et par contre, au bout de 4 ans, c'était dur de garder la motivation à chaque fois, de relancer la com sur un nouvel axe, relancer les utilisateurs, etc. Et Robin et moi, on était les deux associés. On s'est dit c'est le moment de passer à autre chose. Mais intéressant aussi. Intéressant de voir aussi les trucs qui sont passés. Très cool. Et du coup, c'est passé du sport au vin. On arrive sur Winology. La petite transition. Avant de passer sur Winology, on va faire le petit quiz ignoble. Du coup, donc quelques affirmations. Vous me dites si vous trouvez ça vrai ou si vous trouvez ça ignoble. Okay. Première affirmation, c'est plus facile d'être designer que d'être développeur pour créer une app. Une personne qui se lance toute seule, imaginons. Toute seule. Est-ce qu'il vaut mieux être designer ou développeur pour lancer une app? Ouais, non, ignoble. Il faut mettre développeur. En vrai, même si tu fais un truc chum, au moins t'as un vrai produit, quoi. Faire des maquettes, ça va pas t'amener le très loin. Avec le no-code, on commence à faire quand même beaucoup de choses. Il y a pas mal d'outils qui sont disponibles pour aller plus vite. Oui, effectivement, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Je pense que ni dev ni designer, il faut vouloir apprendre, et puis tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Mais c'est un sujet intéressant. Ouais. Moi, j'ai tendance à prioriser plus le design aujourd'hui. Alors, je fais pas de no-code, mais je sais qu'aujourd'hui, je trouve que le design est plus important aujourd'hui que le dev. Mais effectivement, une fois qu'on a fait la phase du MVP, on est un peu bloqué pour la suite, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ok. Deuxième affirmation, il est difficile de faire payer un utilisateur dans la catégorie éducation. Alors, je crois que vous n'avez pas de paiement, vous, dans ce que j'ai vu. On en reparlera plus tard dans le business model, mais qu'est-ce que vous en pensez là-dessus Non, pas ignoble. Enfin, je pense que effectivement, ça doit être un peu compliqué de faire payer l'utilisateur. Enfin, j'ai l'impression qu'on tape tout le temps sur les gens en leur demandant du fric. Dans le mobile, ça fait, il y a beaucoup d'achats in-app un peu de partout. Si on voit un peu le leader dans la catégorie éducation, c'est Duolingo dont on parlait. Ils arrivent à générer 20 millions par mois, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils y arrivent bien. Après, est-ce que c'est difficile? Je pense que c'est toujours difficile de faire payer quelqu'un sur le mobile. Après, une fois qu'on y arrive et une fois que la valeur perçue est assez importante, là, on peut vraiment y aller. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, on viendra après sur Winology quand on y sera dessus. Mais pour revenir sur l'app de sport que tu avais faite, comment c'était monétisé? Si c'était monétisé, comment ça marchait là-dessus? Tout le début, c'était pas monétisé. Quand on essayait de faire la relation, on n'avait pas encore trouvé notre business model justement. Et sur la deuxième étape, là, c'était vraiment du B2C. Les tests étaient gratuits, donc on pouvait donner le bilan gratuitement. Et après, si on voulait avoir accès, si l'utilisateur voulait un bilan personnalisé, avec un contact avec un prépa physique, là, c'était un abonnement mensuel. Ok, très clair. Ok, intéressant. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis intéressant? Ça, nous, on a fait pas mal de prestation de service quand on a lancé nos applications au début. Et affirmation, c'est plus simple de vivre de la prestation de service que de vivre de sa propre app. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, puisque on a tous les deux, Nat est toujours freelance à côté. Moi, je l'ai été pendant 3 ans récemment, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide en tout cas de générer des revenus qu'une app. Et puis après, dans app, il y a app B2C ou B2B. Si c'est B2B, c'est déjà plus rapide que B2C. Mais vivre d'une app B2C, c'est des années, faut attendre. C'est compliqué, Intéressant, tu trouves que le B2B est plus rapide que le B2C pour vivre d'une app? C'est intéressant ça, Ouais, je pense, parce qu'en fait, B2C, il faut, tu joues plus sur le nombre et donc sur un palier petit. Donc, pour faire du volume, faut investir dans de la com ou quoi que ce soit. B2B, même si on n'en vit pas aujourd'hui, on a déjà eu 4 signatures, des choses comme ça. Voilà, c'est déjà quand même plus rapide, intéressant, vachement intéressant, Et donc là, aujourd'hui, vous êtes positionné comment? Vous, chacun, vous bossez encore à côté? J'ai vu que tu étais encore freelance. Toi, de ton côté, tu fais quoi à côté? Tu es encore freelance? Moi, je suis même en CDI à temps plein. Ok, intéressant. Donc oui, c'est vraiment à côté que tu peux continuer à développer. Le plus possible. Ça va pas assez vite, du coup, mais le but, c'est d'essayer de dégager le plus de temps possible. Après, j'imagine que quand il y a déjà une première version sur les stores, il y a peut-être moins de travail de développement qu'au début. On peut peut-être plus. Complètement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a au moins un produit physique. On peut le présenter. Nos
potentiels clients se projettent beaucoup mieux. Ouais. Après, on a des idées tous les jours et la roadmap s'allonge. Okay. Ouais, très intéressant. Et enfin, dernière affirmation, s'associer pour monter une app, c'est indispensable. Ça dépend des compétences de la personne, je pense. Oui, ça revient un peu à celle qu'on disait ouais, tout à l'heure, si elle est déjà tech et qu'elle est, c'est un couteau suisse, elle sait faire de la com, elle sait faire du design, du dev et tout ça, elle peut se lancer. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi qui je fais du conseil à côté dans un incubateur. Ouais. Je vois beaucoup de porteurs de projets qui ont aucune compétence en tech, même des fois ni en marketing, ni en product design, et ils veulent lancer une app. Et je suis là, ça va être chaud. Falloir t'accrocher quand même. Ouais, complètement compliqué, ouais. Ouais, puis rien que pour la motivation, hein, quand on monte une boîte tout seul, on sait comment c'est difficile. Il y a des hauts, des bas. Le fait d'être à deux, c'est pouvoir s'épauler tous les jours et c'est beaucoup plus simple au quotidien, je pense en tout cas. Ouais, complètement. Ouais. Pour revenir sur les personnes que tu accompagnes dans les entrepreneurs incubés, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes toi comme service aujourd'hui? Ça se passe comment ça? Moi, à la base, je suis censée faire du conseil en product design. Ok. Voilà. Et au final, quand on gratte, on se rend compte qu'il faut revoir les fondamentaux, que le socle n'est pas solide, et que je reviens sur OK, mais quelle est ta cible? OK, mais quelle est ton offre? Et souvent, je vois que il y a un déséquilibre, et finalement, je les conseille très souvent plus sur le réfléchir de nouveau à ton projet. Ouais, plus profond que le design finalement. Exactement. Ouais. Okay. Ah, vachement intéressant, ouais. Ok, c'est tout bon pour ce petit quiz ignoble. On va passer maintenant plus à la partie sur Winology. Avant ça, du coup, toi, t'es en CDI Colin en plein temps, donc tu fais ça un peu à côté comme tu peux. De ton côté, t'es freelance, donc quelle part de ton temps tu passes sur ce projet-là actuellement aujourd'hui? C'est toujours intéressant de savoir ça. Ouais, et ça va dépendre des moments. Là, en ce moment, je suis à 100%. Okay. Mais il faut que je retrouve des prestats pour le coup parce que là je commence les ressources financières se sont épuisées. Ouais, c'est toujours trouver l'entre-deux qui est pas évident. Ouais. Mais j'essaye, idéalement, il faudrait que j'arrive à trouver un 2 jours par semaine, tu vois, et que ça me laisse 3 jours sur la semaine, plus en général je travaille le week-end. Donc si je peux avoir 4 jours par semaine sur Winology, c'est un minimum. Ok, intéressant. Très bien. Eh bah, écoutez, on a fait le tour un peu de ce petit quiz. Temps de passer maintenant à Winology en détail. Donc déjà, on n'a pas dit finalement qu'est-ce que Winology. J'ai dit le Duolingo du vin, mais qu'est-ce que Winology? Du coup, je sais pas qui veut se lancer sur le sujet. Eh ben, Winology, c'est effectivement le Duolingo dans le sens du vin, dans le sens où ça permet d'apprendre le vin pour le néophyte, pour ceux qui connaissent CUD en vin, qui sont souvent intimidés. Et c'est une application qui va présenter ça sous forme de jeu, en fait, sous forme de quiz, vraiment à la Duolingo, donc quelque chose de gamifié, de simple, d'hyper ludique et surtout de très très pédagogique. On s'est pas calqué sur Duolingo que pour le design, mais aussi sur la pédagogie. Et c'est quelque chose qui manque cruellement dans le vin. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vulgarisent, par exemple, mais au final, pas tant que ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un apprentissage chill en fait du vin avec des choses très très simples pour commencer en douceur. Ok. Et l'idée vient d'où? Comment on se lève le matin et dit je vais faire un Duolingo du vin? Ça vient d'où? Le déclic du Duolingo du vin? Le moment entre le déclic, entre comment dire, où j'ai commencé à sentir un point de friction, ça commence comme ça en fait, et la fin où on va faire le Duolingo du vin, il s'est passé quand même des mois. Ok. Ça a été assez itératif. J'ai fait une dégustation de vin. C'était la première et je me suis rendu compte que j'y connaissais vraiment rien du tout en vin, mais que c'était hyper intéressant pour le coup. Que le sujet était fascinant. Et donc t'es pas une experte du vin depuis toujours ou quoi? C'est pas vraiment. Ok, d'accord. Ouais, c'est venu comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, pour revenir sur le côté pédagogique, je pense que c'est aussi pour ça que je suis bonne à vulgariser. C'est parce que il y a 3 ans, j'y connaissais rien du tout, quoi. Donc j'utilise vraiment des mots hyper simples parce que je me mets à la place de celui que j'étais 3 ans plus tôt, quoi. Et voilà, ça a été itératif. Donc voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire parce que quand je suis sortie de cette dégustation, j'avais envie d'aller plus loin, mais il y avait une montagne d'informations, des choses très compliquées, des choses souvent un peu chiantes aussi accessoirement. Et donc voilà, là j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis après, j'ai fait des sondages, j'ai fait des interviews, et finalement, je me suis concentrée, tu vois, sur les interviews. J'ai pas dit, tiens, je veux faire le Duolingo du vin, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, ok, est-ce que tu connais en vin? Est-ce que t'aimes bien ça? Est-ce que t'as essayé d'apprendre? Oui, pourquoi? Comment? Non, pourquoi? Comment? Quels ont été tes freins? Et j'ai absolument pas parlé de mon idée de projet, parce que finalement, elle était même pas encore très claire
Ouais. Et c'est comme ça, en grattant finalement, en tirant le fil, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour proposer un apprentissage du vin, pour récupérer tous ceux qu'on a laissé de côté en fait, tous ceux qui voilà. Ok, intéressant, ouais. Et toi, Colin, de ton côté, t'as commencé le projet, il est arrivé après, comment ça s'est passé Ouais, je suis arrivé après. On a commencé à y réfléchir au début, vraiment dans la partie idéation. Ouais. Après, je l'ai laissé rapidement faire toutes ces étapes-là de recherche, d'interview. Aussi, ouais, pas le temps, quoi. Ouais. Et donc, Nat a créé au début un compte Instagram pour essayer de tester le projet, vérifier que ça fonctionnait. Avec des quiz, en fait, pour le détail, je postais des quiz tous les jours en story pour voir si le concept d'apprendre avec des quiz, ça plaisait déjà aux gens. Ouais, intéressant. Ensuite, quand ça a fonctionné, elle est partie sur le no-code, justement. Voilà, j'ai pu lui donner 2-3 tips, mais c'est elle qui a construit la maquette pour vraiment mettre quelque chose dans les mains des utilisateurs. Et c'est après ça, donc c'est 1 an et demi après vraiment l'idée que je l'ai rejoint pour faire l'application comme elle est aujourd'hui. Et toi, ton rapport au vin, c'est quoi du coup par rapport à Nathalie qui disait qu'elle connaissait pas trop? Toi, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi tu l'as dit je vais rejoindre ce projet sur le vin? Alors c'est marrant, on sort ensemble, on boit du vin en tant que consommateur, mais depuis assez petit, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire des cours d'œnologie ou ça m'intéressait, je l'ai jamais fait. Et là quand elle a eu l'idée, ça m'a rappelé un petit peu cette envie que j'avais presque oublié. Et du coup, je me suis dit c'est super moyen de s'y mettre et de savoir un peu plus ce qu'on boit, etc. Ok, stylé. Si on revient sur la création de la première plateforme que tu as faite, c'était en no-code. Qu'est-ce que tu as utilisé? C'est quoi les freins que tu as eu? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui une app en no-code pour faire un MVP? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que c'est top. Franchement, le no-code, pour le faire le MVP, c'est très très bien. Moi, j'ai utilisé Bubble parce que je sentais que j'avais besoin de quelque chose de suffisamment robuste pour aller pour faire l'idée que j'avais de ce qui est aujourd'hui Winology, quoi. Ouais. Maintenant, Bubble c'est quand même très très robuste, c'est très costaud et d'ailleurs pour revenir aux séances de conseil que je fais, très souvent je déconseille Bubble parce que c'est des gens qui n'ont pas de compétences techniques. De compétences techniques pour ça. Moi quand je travaillais chez des éditeurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Ouais. J'ai fait du Access quand j'étais en BTS. Ouais, donc tu avais déjà des bases de logique, programmation, entre guillemets. Voilà. Donc je sais pas coder, mais en tout cas je comprends le principe de table, de choses comme ça. Okay. Donc Bubble, j'ai pris quand même des cours malgré tout. Mais c'est passé crème en vrai. Okay. Mais par contre, dans ma formation, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont arrêté parce que c'est quand même sacrément technique quand tu connais rien du tout. Okay. Donc voilà, mais par contre, il y a plein d'autres outils de MVP que je conseille qui sont beaucoup plus abordables. Il y a Glide, il y a Softer, il y a plein de choses comme ça. Okay. Donc moi, je conseille en tout cas le no-code pour se lancer. Et quand je vois aussi pareil des porteurs de projets qui sont là, je suis en train de mettre 50 000 euros de ma poche, de mon livret pour prendre un développeur, je suis là, aïe. Ouais. Et souvent en plus, tu dis développeur, souvent il n'y a même pas de design dans l'histoire, donc c'est 50 000 euros de développeur et puis après débrouille-toi. Donc ça nous on déconseille. Hein. Mais le problème c'est que les agences, tu arrives avec 50 000 euros, ils sont en mode allez go, mais en fait c'est pas la bonne chose à faire. Ça c'est clair. Tu le fais en tout cas quand tu as une preuve. Oui, complètement. En tout cas, une preuve de traction. Ou alors t'attaques un marché qui est déjà, tu sais déjà que ça va marcher. Dans le sport, il y a des trucs qu'on sait très bien que ça va marcher. Si tu fais un truc qui ressemble, généralement ça va. Mais bon, c'est rare. La plupart du temps, c'est pour créer des trucs qui n'existent pas, donc plus compliqué. Plus compliqué. Ok, intéressant. Et combien de temps ça prend pour faire une app comme ça en no-code? En soi, ça pourrait prendre 2 semaines. Ouais. Avec la formation, avec tout ce que je faisais à côté, je continuais la communication, j'essayais de travailler aussi en freelance. Ça m'a pris 5 mois. Ah ouais, c'est sûr que c'est différent. Ouais. Et ok, intéressant. Si on passe maintenant sur le business model, on a dit tout à l'heure que votre app était gratuite. Comment ça se passe du coup? Tu l'as dit un peu tout à l'heure rapidement. Comment ça se passe le business model de Winology? Comme tu l'as dit, effectivement, c'est une application qui est totalement gratuite. Il n'y a pas de pub non plus. Ouais. Il n'y a pas de récupération de données personnelles qu'on pourrait vendre ou de trucs comme ça obscurs. Donc, l'idée, c'est de réfléchir plutôt à quelque chose de B2B et créer quelque chose où tout le monde est gagnant finalement.
Ouais. Donc, l'idée, c'est de proposer du contenu pédagogique à la filière vin, donc notamment aux appellations. Le vin, c'est comme les fromages, il y a des appellations, Châteauneuf-du-Pape, Sancerre, tout ça. Et pour gérer ces appellations, il y a des syndicats d'appellations. Et donc, en fait, on propose à ces syndicats d'appellation de se placer finalement en tant que média pour eux et de faire du contenu pédagogique sur notre application et de finalement faire un pont, un lien entre cette filière vin et notre communauté, sachant que notre communauté, elle est jeune, elle est néophyte et que ces gens-là, la filière vin, a vraiment beaucoup de mal à communiquer avec cette communauté-là. Ok, ouais, je comprends, ouais. Donc c'est du B2B finalement que vous faites. C'est complètement du B2B. Okay. Donc pour les utilisateurs, c'est bien, ils ont encore plus de contenu, ils découvrent plein de choses, ils sont super curieux, c'est top. Gratuit. Pour les appellations, du coup ça leur permet de se faire connaître un public qu'ils n'arrivent pas à toucher. Okay. Et nous, au passage, ça permet d'avoir 2-3 noisettes. Ok, intéressant. Si on enchaîne là-dessus, moi j'aime bien les chiffres sur les téléchargements et sur du coup les revenus, une fourchette avec ce modèle B2B pour commencer. Vous en êtes à où actuellement avec Winology ? Aujourd'hui, on a fait les premières signatures, on a eu un tarif extrêmement agressif pour se lancer. Donc, ça doit représenter au total peut-être 7 000 euros ou un truc comme ça. Voilà, sur les 4 signatures, donc c'est pas dingue. Mais voilà, ça permet déjà de réinvestir ça dans de la com. Et maintenant, on a enfin du budget. Et puis, pour les utilisateurs, on est à 10 000 downloads. Donc, on a lancé il y a 1 an et 3 mois, un truc comme ça. Très cool. Et voilà, mais purement en organique, du coup, pas un copec de verser pour l'acquisition. Ouais. J'avais demandé justement au niveau de l'acquisition, comment ça se passe, comment vous allez chercher des utilisateurs aujourd'hui aujourd'hui, c'est complètement organique, donc majoritairement le bouche à oreille, et qui a quand même été lancé par tout le travail sur les réseaux qui a été fait par Nat, donc pas mal LinkedIn et Instagram. Et après, beaucoup de bouche à oreille. C'est là qu'on a, grâce à ces petites recettes, on a pu définir un plan de communication pour tout 2025. Parce qu'on a pour objectif d'arriver à 50 000 utilisateurs d'ici fin de l'année. Et donc, c'est vraiment repartir. On a refait une nouvelle DA pour les réseaux. Et puis, on va aller sur TikTok, sur lesquels on n'était pas du tout, pour faire des mini-vidéos type short réel, Insta, YouTube, avec différents formats. On veut toujours rester, on a mis l'accent sur le côté humoristique, ludique, éducatif. On était encore un peu timide au début. On faisait juste des quiz comme ça pouvait être dans l'application, ça faisait un peu doublon. Et là, maintenant on sait que ça marche, on sait que ça plaît, on veut y aller à fond, quoi. Là, c'est une nouvelle ligne édito, on pousse les curseurs de l'humour et du what the fuck, Ok, intéressant, Et sur le sujet de l'alcool, du coup, parce que c'est un sujet, donc, quand on fait de la publicité ou quand on fait en tout cas de la communication qui est assez réglementé, comment vous gérez ça à ce niveau-là ? C'est une bonne question. Oui, alors c'est vrai que sur l'appli typiquement, déjà on est interdit au moins de 18 sur les stores, c'est déclaré comme ça. En revanche, par rapport à la loi E20, alors on est encore en train de se renseigner. Donc la loi E20, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui est interdit de se montrer en train de boire de l'alcool, d'inciter les gens à consommer, tout simplement. Et du coup, nous on n'est pas tellement régi par ça puisqu'on fait du contenu éducatif. On met à disposition, on vend pas du tout de bouteilles de vin, on n'est pas une marketplace, etc. Donc c'est comme si on éditait un livre sur les cépages, etc. Et sur les réseaux, il faudra faire attention, mais c'est pareil, en fait, on montre pas des bouteilles ou des choses comme ça. C'est pas la promotion d'alcool, c'est l'éducation finalement sur le sujet. Exactement. Pas la promotion d'alcool. Après, il y a quand même des mèmes humoristiques sur les meufs qui boivent genre à la bouteille, on va faire des choses comme ça, mais en même temps, il y a plein d'autres comptes qui le font. Non, bien sûr, mais c'est par curiosité, je me demandais comment c'est géré. En tout cas, aujourd'hui, en organique, c'est pas trop un problème. Quand on fait de la publicité après, par contre, sur les réseaux, ça, s'ils sont un peu plus chiants, je sais que nous, on se fait striker beaucoup de choses. Alors, c'est pas forcément l'alcool dans d'autres sujets, mais c'est vrai qu'il peut être un peu plus chiant là-dessus. Donc, complètement, poser la question, Ok, intéressant. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Vous avez 4,9 de notes sur les stores, ce qui est rare, donc c'est cool. Il n'y a pas non plus 50 000 notes, mais il y en a plus de 150, je crois. Comment on fait pour avoir 4,9 de notes sur les stores ? Vous avez un truc particulier ? C'est juste que l'appli plaît de base. Comment Alors déjà, on est super réactif pour répondre aux utilisateurs. Ça nous est arrivé d'avoir des fois une étoile, et tout de suite on l'a contacté pour savoir quel était le problème. On l'a corrigé et il a changé par un 5 étoiles assez vite. Pareil, dans l'application, il y a la possibilité de nous contacter pour déclarer un bug plutôt que de passer par une note à une étoile. Donc ce qui aide pas mal. Et puis après, sinon, c'est que ça fonctionne. Ok, trop cool. Sur un sujet un peu plus
technique maintenant. Quelle est la techno de l'app? Comment ça se passe? Du coup, l'app, elle est faite en Flutter. Okay. On a fait ce choix-là parce que c'était cross-platform. Je suis seul dev, donc iOS, Android et tablette, puisque c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de pousser pour que ce soit disponible format tablette. Pareil, je fais le back-office, il est en Flutter Web aussi. Ça nous permet d'avoir les mêmes modèles, etc. Donc, super pratique. Et on s'appuie beaucoup sur Firebase aujourd'hui. Pareil, c'est quelque chose que je conseillerais largement sur les plans gratuits. Tu vois, même avec 10 000 utilisateurs, on a, pour compléter les chiffres, on a 9000 sessions par mois et quasiment 2 millions de réponses à nos questions. Donc, ça fait quand même que ça commence à faire des volumes un peu sympas. Et on est toujours sur les plans gratuits. Donc, faut pas hésiter à se lancer là-dessus. Faut bien le réfléchir parce que c'est quand même... suivant ce qu'on fait comme appli, tu peux vite tomber sur des choses qui sont payantes, mais si tu le réfléchis, si tu comprends bien le système, ça peut être super utile, tout en gardant à l'esprit de se laisser une porte de sortie le jour où vraiment ça explose, de pouvoir sortir de Firebase pour aller sur son propre back-end. Ouais, complètement. Ouais. Ok, trop cool. J'avais demandé justement combien ça vous coûte ça, parce que c'est vrai que quand on lance une app en parallèle du boulot ou d'un truc freelance, si les coûts de serveur montent un peu trop, on est vite bloqué. Aujourd'hui, c'est quoi vos coûts annexes après Winology? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, à part peut-être des abonnements à des outils. J'utilise Canva pour faire de la com, voilà. Mais c'est tout, quoi. Aucun frais de serveur. Pareil, on va peut-être prendre un Webflow là, donc ça fera 20 € par mois. Oui, ça va, ça reste... Ça reste honnête. Ok, non, franchement, très très cool. Écoutez, j'ai fait le tour de mes questions. Peut-être une petite dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut lancer une app en parallèle de soit son travail, soit son activité de freelance? Est-ce que vous lui conseillerez d'aller à fond dedans? Est-ce que continuer à faire la prestation? Enfin, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui se lance comme ça sur une app? Alors clairement, moi je dirais ne quitte pas ton boulot. Et puis il faut trouver quelque chose qui nous amuse, qui nous passionne même. Typiquement, c'était pas le cas pour la première l'appli de sport. Et si on veut monter un business, il faut que ça nous motive au-delà de l'aspect peut-être pécunier ou autre. Enfin, c'est vraiment il faut s'investir à fond dedans, il faut aller le vendre, il faut y croire. Et puis, pas tout mettre tous les œufs dans le même panier. Avant qu'une app puisse générer des revenus, ça peut prendre du temps, donc faut faire attention. Complètement. Je compléterai sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment y aller crescendo, être méthodologique et valider déjà qu'il y a un besoin, valider qu'il y a un marché, valider le concept, itérer et pas se lancer bille en tête et aller direct à la 5e étape, quoi. Ok, très bien. Et dernière chose, si vous devriez dire quelque chose pour télécharger Winology, qu'est-ce que vous dites? C'est la première et la seule appli qui permet d'apprendre le vin facilement et en s'amusant. Et en s'amusant surtout. Téléchargez Winology. Merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Et puis longue vie à Winology. Merci. Merci.